pensée de Nietzsche a été encensée, mais aussi caricaturée, voire défigurée. Julien Rochdy s'efforce, avec succès d'ailleurs, de rendre le philosophe accessible à une jeunesse en quête de sens, d'un avenir possible pour la civilisation européenne. Julien Rochdy, bonjour. Bonjour. Merci de retrouver les studios de TV Liberté. Vous avez fréquenté il y a quelques années avec assiduité, moi aujourd'hui. Toujours avec plaisir de revenir ici. Vous êtes le premier média qui m'invite à propos de ce livre, qui est pourtant un beau succès, donc je vous remercie. Et qui fait parler beaucoup de lui dans Nietzsche, l'actuel, c'est le titre de l'ouvrage. Vous proposez en fait une introduction à la philosophie nietzschéenne. Est-ce que vous pouvez me préciser, et préciser aux téléspectateurs, votre démarche ? Ma démarche est simple en fait. Nietzsche est vraiment le philosophe le philosophe qui a changé ma vie. J'ai vraiment la sensation, l'impression que l'ayant lu très tôt, il a vraiment changé le cours de mon existence. Je ne serais pas celui que je suis, en bien ou en mal d'ailleurs, si je n'avais pas lu Nietzsche. Et je sais qu'il a eu une influence, une incidence extrêmement forte sur mon parcours. Donc j'estime quand même que cette influence a été extrêmement bénéfique, notamment elle m'a permis de ne pas être naïf sur un certain nombre de choses dans la société. Et donc j'ai voulu, ça faisait des années que je pensais vouloir rendre un petit peu ce que Nietzsche m'avait offert à des gens qui n'ont pas eu la chance de le lire jeunes comme moi, qui n'ont pas eu la chance de le découvrir ou qui l'ont découvert à travers des prismes, disons, sclérosés universitaires un peu embêtants. Tandis que justement pour moi la pensée Nietzsche est extrêmement vivante et elle nous permet surtout de comprendre le monde actuel et de nous renforcer dans celui-ci. Donc c'est une sorte d'écho que je rends aux autres en fait en écrivant ce livre, en ayant fait d'abord une conférence sur YouTube qui a très bien marché de 3 heures, qui a dépassé le demi-million de vues je crois, et ensuite j'ai voulu en faire un livre et voilà, c'est vraiment je rends le cadeau en fait que l'on m'a fait lorsque j'étais très jeune. Mais vous allez très loin, ce que vous dites, ça peut bouleverser une vie et ça a bouleversé la mienne. En quoi, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de décisif dans votre vie ? Parce qu'en fait, c'est un petit peu grandiloquent, certainement, mais il se trouve que c'est vrai. Tout ce que l'on m'avait appris depuis mon plus jeune âge, en termes de morale, d'éthique, de façon de regarder le monde et la société et les autres, a été totalement bouleversé par ma lecture de Nietzsche. Donc, à partir de là, quand vous commencez à remettre en cause, tout ce que l'on vous avait appris, notamment en termes d'éthique et de morale, vous imaginez quelque chose qui est censé guider nos vies à ce point-là, la morale et l'éthique guident nos vies. Lorsque vous changez ceci, que vous la regardez différemment et que vous vous métamorphosez en essayant d'avoir d'autres types de valeurs. Par exemple, rien que pour ça, Nietzsche m'a influencé sur bien d'autres domaines, mais rien que sur la morale et les valeurs que l'on peut avoir pour mener son existence, Nietzsche fait l'effet d'une dynamite. C'est lui-même qui le disait, je suis de la dynamite, c'est une explosion. Et cette explosion, voilà, comme je vous l'ai dit, elle a eu lieu dans mon existence et je veux balancer la poudre maintenant dans l'existence d'autres personnes qui ont besoin, je crois, de Nietzsche. On est très nombreux à avoir besoin de Nietzsche pour vivre le monde actuel. On va le voir, on va essayer de décrypter tout cela. Vous dites d'ailleurs, quasiment en conclusion de l'ouvrage, que Nietzsche a écrit que dans un siècle après sa mort, il faudrait le lire. Nous y sommes un siècle après sa mort, et donc votre réponse, vous, c'est que le philosophe, il est indispensable aujourd'hui, et peut-être plus que jamais. Et qu'est-ce qu'il a d'actuel ? Nietzsche, l'actuel. En quoi est-il actuel ? On a du mal à penser qu'un philosophe puisse encore aujourd'hui apporter une vision qui permette de vivre, comme vous le dites, au quotidien. Mais c'est là où Nietzsche est intéressant, et c'est vrai, j'utilise un petit peu ça comme une pirouette, mais Nietzsche lui-même disait qu'il ne serait compris que dans un siècle. Et ce siècle, après ce siècle, nous y sommes. C'est-à-dire que nous sommes véritablement à une époque qui est censée comprendre Nietzsche d'autant mieux que ses propres contemporains. Et en même temps, c'est logique, parce que Nietzsche réfléchit essentiellement sur les conséquences sur l'Europe, sur la civilisation européenne, de ce qu'il a appelé, d'un mot qui est resté célèbre, la mort de Dieu. C'est-à-dire, en fait, une civilisation qui refuse de croire et qui, du coup, entre dans une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité, puisque tous les peuples, à toutes les époques, ont cru en un dieu, donc, ou en plusieurs dieux, mais ont été très liés à une religion. Et au XIXe siècle, au carrefour du milieu du XIXe siècle, déjà au XVIIIe, toute une civilisation occidentale décide de ne plus croire en Dieu et donc assassine Dieu. Nous sommes les meurtriers de Dieu, est-il dit dans le Gai Savoir. Et donc, à partir de là, s'ouvre un abîme face aux Européens. Et cet abîme peut nous mener au nihilisme le plus complet ou peut nous mener à quelque chose, c'est ce que Nietzsche souhaitait, qui peut au contraire être d'autant plus salvateur si on va du côté d'une morale héroïque, par exemple, de la mort fati et tout le reste. Donc l'avantage de Nietzsche aujourd'hui, c'est que le relire à l'aune du siècle dernier, c'est-à-dire précisément ce siècle qui s'est passé de Dieu,
eh bien, nous permet de voir d'autant plus toutes les conséquences et les conclusions que déjà lui présageait. Donc ça, c'est une chose. Et après, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il est actuel? Parce que nous vivons précisément le succès, le triomphe de ce qu'il craignait en Europe, dans la civilisation occidentale. C'est-à-dire, par exemple, le triomphe du ressentiment, le triomphe du nihilisme, autant de choses qui mènent notre civilisation précisément à la mort. Donc, lire celui qui avait vu cette mort venir est peut-être la meilleure des choses que l'on puisse faire, puisque s'il l'avait prévu, cette mort, eh bien, il y a aussi dans sa philosophie des éléments qui sauvent. Alors Nietzsche, je lisais l'ouvrage et je me suis dit, il y a quand même une contradiction apparente entre le fait qu'il y a le philosophe de la grande santé, c'est-à-dire la morale des forces, son éloge de la force qui est quasi tellurique, et d'un autre côté, ces tourments physiques qui l'assaillent de plus en plus. C'est un jeune homme vigoureux, fort, vous le dites, mais qui laisse rapidement place, par une chute de cheval de mémoire, à une personnalité qui est un solitaire maladif et qui va même frôler très, très sérieusement la mort. Et je me dis que finalement, il y a une volonté de puissance qui est parallèle à une forme de déchéance physique. Bien sûr, mais il y a énormément en fait, de caricatures qui sont faites sur Nietzsche et la notion du surhomme, de la force physique, l'éloge de la force. C'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr, dans Nietzsche. Mais justement, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Nietzsche est justement quelqu'un qui est un malade chronique, qui frôle la mort assez régulièrement, notamment à l'hiver 1879, et qui va en tirer une grande force. Et il écrit que toutes les variations de sa santé, c'est-à-dire de passer de la maladie au retour à la vie, puis la maladie encore, puis à la fois des grandes convalescences, toutes ces variations de sa santé lui donnent un avantage sur les autres. Et pourquoi ? Parce qu'il va s'auto-analyser dans cette chute grabataire et à la fois dans ses convalescences et dans ses retours à la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la philosophie de Nietzsche est une philosophie, si je puis dire, biologique, c'est-à-dire qu'il fait un lien entre le corps et l'âme, contrairement à ce que font les dualistes, les platoniciens, les chrétiens, même les cartésiens d'une certaine manière. C'est une philosophie donc moniste qui fait vraiment un lien total entre notre corps et notre pensée. Nous avons des pensées malades quand notre corps est malade et vice-versa. Et donc en fait, Nietzsche est un décadent au sens qu'effectivement ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un homme très fort, c'est un homme qui est malade, mais qui va analyser toutes ses pensées au moment où il est malade et au moment où il frôle la mort. Et donc cette analyse des pensées lui permet de découvrir donc une psychologie humaine qui peut s'appliquer à la fois aux êtres humains mais aux sociétés également, une psychologie qui nous révèle donc comment des états maladifs, des élans vitaux qui s'affaiblissent, peuvent produire certaines philosophies, certaines pensées, certaines idées. Et donc ensuite, quand on commence à avoir cette vision des choses, eh bien on peut voir à l'aune de cet état maladif ou non, l'intérêt et la nature des idées que nous proclamons. Donc c'est là où Nietzsche est encore une fois a un avantage sur les autres, c'est sur cette analyse en lui-même. Et si donc son état maladif est ce qui le caractérise le mieux, il le dit aussi, je suis un décadent, mais ce qui me distingue des autres, c'est que je me suis rebellé si contre ma décadence. Et donc là où nous souffrons tous, eh bien, nous avons tous des occasions de souffrir, que ce soit dans nos corps ou dans nos âmes. La vie n'est pas toujours souriante, on le sait bien. Eh bien, Nietzsche va réagir face à cette souffrance pour acquérir une morale tragique, une morale antique, une morale du surhomme. Et voilà, c'est tous ces éléments qui font que de sa faiblesse, il en tire une force immense. C'est important ce que vous dites, qu'à partir de la métaphysique de la volonté de puissance, en fait, vous dites que c'est en moraliste, vous utilisez ce terme-là, que Nietzsche se préoccupe avant tout de philosophie. Et pourquoi vous parlez à propos de Nietzsche de moraliste ? C'est un terme qui aujourd'hui est un terme qui est peu aimable, quasiment. Alors non, il ne s'agit pas des moralistes au sens des pères à la morale. Attention, c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'entendre. C'est moralistes au sens du XVIIe siècle, les fameux moralistes français. C'est La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, Chamfort, des gens qui ont une analyse extrêmement fine des comportements des comportements et des philosophies humaines, et qui vont toujours chercher ce qui se cache derrière. C'est-à-dire que ce que nous proclamons, les prétextes que nous nous donnons, eh bien souvent en fait il faut aller voir ce qu'il y a derrière et ce qu'ils disent. Et donc c'est en cela que Nietzsche est un moraliste, c'est que l'un de ses grands travaux est d'avoir œuvré sur l'origine de la morale, c'est-à-dire ce que nous proclamons être le bien et le mal, ce que nous proclamons être le bon et le méchant. Et donc, voilà, ceux qui se drapent derrière justement ce visage de la morale, du bien, du bon,
et qui passent leur temps à critiquer et à attaquer les soi-disant méchants, les fachos et tout le reste, et bien en fait Nietzsche nous aide à comprendre ce qu'il y a derrière, et souvent en fait dans toutes ces proclamations très vertueuses du bien et du bon, eh bien il y a très souvent des discours de haine en réalité. Il y a une grande haine et un ressentiment terrible qui préside à la création de ces concepts mensongers. Et c'est là où Nietzsche est amoraliste, c'est à l'instar de La Rochefoucauld, il va voir ce qu'il y a derrière ce que nous proclamons à la face du monde. Et pourtant, vous évoquez aussi un renversement des valeurs. C'est pas moi qui l'évoque, c'est Nietzsche dans Généalogie de la morale, qui est évidemment une œuvre très importante, c'est de comprendre comment, encore une fois, se crée la morale, la moraline, et de voir qu'en fait, ses origines sont loin d'être aussi belles que ce qu'elles paraissent. Est-ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui construit, qu'est-ce qui légitime la démarche de Nietzsche sur la morale? Est-ce qu'on fait la séparation entre la force, la beauté, la distinction, la compétition, la noblesse, et puis d'un autre côté, le médiocre, le petit, le laid, le populacier, l'indigent, etc. Est-ce qu'on peut faire cette répartition à nouveau entre ce bien et le mal et répartir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Non, ce sont des catégories. La morale aristocratique et héroïque et la morale des faibles, la morale des esclaves, ce sont des catégories. On n'est jamais totalement à 100% dans la morale des aristocrates et à 100% dans la morale des esclaves. Quoique, là où Nietzsche est extrêmement intéressant pour comprendre le monde actuel, c'est justement que nous vivons le triomphe de la morale des esclaves. C'est-à-dire que ce que nous détestons à tout prix aujourd'hui, c'est précisément la morale aristocratique, la morale des forts. C'est quoi la morale des esclaves aujourd'hui? La morale des... Est-ce qu'on peut dire, par exemple, la compassion, c'est la morale des esclaves? Mais il ne s'agit pas de compassion. La compassion d'un fort pour un faible, c'est quelque chose qui peut être loué, même si Nietzsche craint la pitié et essaye de se préserver de la pitié qui est un sentiment mauvais. Non, la compassion peut être quelque chose qui peut être l'apanage des forts. Il ne s'agit pas de ça. Des exemples très simples. La morale des esclaves, c'est de faire toujours la part belle à la souffrance, de faire toujours la part belle justement à l'oppression, aux opprimés, et de s'en vanter aujourd'hui. On se vante d'être un opprimé et un oppressé, ce qui est le contraire même de la morale des aristocrates. Ils devraient plutôt en avoir honte. Et en fait, ce qui aurait constitué une honte dans une morale aristocratique, qui a été la morale de toutes les civilisations, leur apogée, de toutes les civilisations lorsqu'elles grandissent, eh bien tout ce qui aurait été complètement honteux est aujourd'hui porté au nu, est aujourd'hui ce qui est le plus valorisant. Dans un de ses ouvrages, Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra, Zarathustra, ça sera ça, la composition symphonique de Richard Strauss. La voix qui sauve est celle du surhomme. Et là, elle comporte pour vous 3 éléments essentiels, si j'ai bien compris, le sens de la terre, l'héroïsme du créateur et l'éternel retour. Est-ce qu'on pouvait nous aider, bien sûr, à comprendre la signification de ces 3 bases? Malheureusement, toujours rapidement. Quelque chose de complexe. C'est difficile. En tout cas, tout ce que je peux dire en quelques secondes comme ça, c'est que l'idée qu'on se fait du surhomme est une idée fausse. On le drape souvent en une image d'Ubermensch, Superman, les muscles, la puissance, et on caricature Nietzsche à cause de cela. On caricature moi aussi à cause de cela, parce que du coup on pense que je crois à cela, alors que pas du tout. Le surhomme est avant tout une victoire sur soi-même. C'est avant tout quelque chose, c'est une projection intérieure, le surhomme. Il ne faut pas oublier dans Zarathustra que le premier qui est peut-être prédestiné à être un surhomme, c'est justement l'homme le plus hideux parmi les hommes. C'est un homme qui est tout le contraire d'un Ubermensch avec des gros muscles, qui... surhomme. Ouais, voilà. Donc, alors, je dirais que je n'utiliserai pas Nietzsche pour vous répondre sur le surhomme, j'utiliserai Baudelaire, qui était un autre anti-moderne, que Nietzsche appréciait d'ailleurs. Baudelaire, vous savez, a cette phrase en disant qu'il n'y a que 3 types d'hommes qui ne méritent pas le fouet. C'est l'artiste créateur, le prêtre qui sanctifie et le guerrier qui tue, qui se bat. Et tout le reste mérite le fouet. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi le surhomme, c'est d'essayer de mettre dans nos vies un petit peu de l'artiste créateur, celui qui crée ou à défaut se met au service des créateurs, le guerrier, celui qui se bat pour quelque chose, pour une cause, et le prêtre qui sanctifie, le sens de sanctifier la vie, c'est-à-dire de ne jamais essayer, en tout cas, de ne jamais nourrir de ressentiment à l'égard de la vie. Si nous échouons, si nous sommes mauvais, si nous vivons si nous souffrons et ainsi de suite, il ne faut pas jeter l'opprobre sur la vie en essayant de s'imaginer une vie au paradis ou une vie qui serait meilleure ou des lendemains qui chantent ou ce genre de choses et en attaquant en permanence les autres et la société. Si nous sommes mauvais, c'est aussi, ou si nous souffrons,
ça fait partie de l'existence et il faut, et c'est la formule de l'Amor Fati, il faut apprendre à aimer autant ses souffrances que ses plaisirs. Et le malheur et le bonheur sont deux plantes qui grandissent ensemble. Soit elles grandissent ensemble, soit elles restent toutes petites ensemble. Il y a aussi un venin moral qui est distillé contre ce surhomme. C'est finalement ce que Nietzsche appelait les tarentules. Ce sont qui les tarentules pour vous? Le journal Le Monde définit les tarentules. Il dit que ce sont tous ceux qui ont fait de Nietzsche un personnage d'extrême droite. Le Monde a dit ça? Oui, Le Monde a dit ça. Oui. Ah bah, il n'a jamais peur de dire quelque chose. C'est marrant que les tarentules cherchent à définir les tarentules autrement que ce qu'elles sont, parce que précisément Le Monde, ce sont les tarentules. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui, en permanence, piquent à la moraline et nous empêchent en fait d'agir et de réagir et d'aller dans tout ce qui va dans le sens de notre élan vital, donc de notre volonté de vivre, donc de notre volonté de puissance. Précisément ce qui fait défaut aux Européens actuellement, et c'est pour ça qu'on en meurt, c'est tous les gens qui veulent empêcher tout cela, pour des raisons psychologiques que Nietzsche analyse très bien. Les tarentules, c'est ceux qui veulent nous maintenir dans un état léthargique et qui va nous conduire jusqu'à la mort. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez, les médias de la réinfosphère, comme on l'appelle, essayent de mettre toujours la lumière sur la problématique de l'immigration. Montrer que l'immigration amène des choses extrêmement mauvaises dans nos pays, notamment en termes d'insécurité et tout le reste. Et ce que l'on constate, c'est que précisément, les Français voient les faits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'insécurité, de délinquance, de problèmes économiques liés à l'immigration, mais il n'y a pas de réaction face à cela. Et donc, il ne sert à rien en fait de toujours montrer les méfaits d'un processus comme l'immigration, quand on ne bat pas, quand on ne combat pas en amont la morale qui empêche de réagir à ce phénomène de l'immigration. Et précisément, là, nous sommes dans Nietzsche. Ce qui empêche aujourd'hui un Européen de réagir face à des faits qui sont inacceptables, c'est cette moraline qui nous est en permanence injectée par les tarentules, et les médias en sont des exemples parfaits. Et voilà, et c'est pour ça que aller vers Nietzsche, c'est aller dans le monde actuel, hein, si je puis dire, si vous me permettez, parce que ça nous permet de combattre cette moraline et donc de respirer à nouveau. Est-ce qu'on peut finalement accéder à cette notion de surhomme si on donne à son existence un sens qui est de ne pas tomber ou de lutter contre le nihilisme? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui permet d'accéder à cette vision qu'a de l'homme Nietzsche? Bien sûr, le surhomme, c'est celui qui combat à la fois le nihilisme dans la société et encore, c'est surtout celui qui combat le nihilisme en lui, c'est-à-dire tout ce qui le pousse au rejet, à la haine de la vie et à la haine de tout ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est exigeant, ce qui a de la valeur et ce qui est noble. C'est ça le nihilisme, pour résumer extrêmement rapidement, bien sûr. Donc quand on est dans une logique de lutte contre le nihilisme en soi, que l'on comprend que le nihilisme existe en soi, qu'il n'est pas que dans la société, que la crise est dans l'homme avant que d'être à l'extérieur, quand on comprend cela, eh bien, oui, on est sur la voie qui nous amène au surhomme. Alors, surhomme, ça donne surhumanisme, c'est-à-dire un homme meilleur. En quoi il est différent du transhumanisme, l'homme amélioré, l'homme meilleur, l'homme amélioré? Mais je vous ai dit, le surhomme, c'est une quête intérieure, tandis que le transhumanisme, au contraire, c'est de chercher à ajouter à l'homme. À améliorer les capacités de l'homme. C'est une quête extérieure, le transhumanisme, tandis que le surhomme est une quête intérieure, essentiellement. Quand Nietzsche vit, il y a 1 milliard d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, il y en a 10 milliards. Qu'est-ce qu'il dirait si il voyait le consumérisme, s'il voyait aujourd'hui les questions écologiques? Vous avez dit, par exemple, qu'il était un des premiers philosophes majeurs à intégrer la biologie à sa propre pensée, c'est-à-dire à considérer que son environnement, l'air qu'il respirait, avait une action sur la pensée. Et d'ailleurs, c'est son cas, parce qu'il s'en va en Italie ou dans le sud de la France, parce que là, il va y trouver la fameuse clarté. Est-ce que, quand vous voyez cela, vous le pensez, vous l'imaginez dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en dirait? Il deviendrait encore plus fou que ce qu'il l'a été dans son propre siècle. Parce que, évidemment, là, nous vivons ce monde du triomphe complet du nihilisme, un monde dans lequel l'homme héroïque, qui veut vivre avec une morale héroïque et aristocratique, est absolument rejeté. Et quant à la beauté du monde, eh bien, elle ne fait que décroître. Et Nietzsche, typiquement quelqu'un qui demandait pour les esprits libres, les bons Européens, des grands espaces, des endroits dans lesquels on puisse respirer et avoir respirer, que notre cerveau puisse être libre, comme disait Ayn Rand dans un roman très nietzschéen.
Donc voilà, c'est sûr que dans un monde de la quantité, qui est un monde que Nietzsche ne peut qu'exécrer, parce qu'il est plutôt un philosophe de la verticalité, non de l'horizontalité, c'est-à-dire qu'il veut beaucoup plus la qualité que la quantité de l'être humain. Ça, c'est une certitude. Donc dans ce monde-là, il serait désespéré, c'est certain. Et il serait rejeté aussi d'ailleurs, parce que... Alors ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il serait rejeté? Parce que on se dit, en lisant votre ouvrage, qu'il aurait été condamné aujourd'hui à des discriminations multiples. Il aurait eu des procès comme beaucoup d'autres les ont. Et puis, d'un autre côté, je me dis que finalement, il serait peut-être président de la LICRA, parce que finalement, il dénonçait comment disait-il, les patriotards. Il dénonçait bien évidemment les antisémites qu'il fallait qu'il fallait fouetter. Donc, qui aurait été Nietzsche aujourd'hui? Celui que vous voulez ou celui qui est la réalité de ses actes? Je ne veux rien. Enfin, j'ai des interprétations qui me sont propres, bien sûr. Tout est une analyse. Je veux dire, mon Nietzsche n'est pas celui de Roland Barthes, n'est pas celui, évidemment. J'ai mon propre Nietzsche. C'est une interprétation subjective. C'est important parce qu'on a l'impression que tout le monde a son Nietzsche. Je disais des articles dans l'Humanité. Ils ont leur Nietzsche dans Le Monde, ils ont leur Nietzsche dans Le Figaro. Oui, ils ont aussi leur bien, Nietzsche aussi bien que les communistes ont leur Marx, que les chrétiens ont leur Christ. Oui, sans doute, oui. Mais chacun a une interprétation de Nietzsche dans laquelle il trouve toujours quelque chose, un chemin. Est-ce que finalement, parce que Nietzsche est Nietzsche vraiment? Non, parce que Nietzsche n'est pas un penseur systématique, quoique on a tendance à aussi se tromper sur lui. Pour ne pas le prendre au sérieux, on a tendance à dire qu'il se contredit, qu'il écrit comme ça tellement d'aphorismes ici et là que sa pensée n'est jamais systématique et donc n'est pas à prendre en compte. Ça, je m'oppose à cela dans mon livre. Mais sur le Nietzsche actuel, évidemment, il y a un Nietzsche qui a vu le XXe siècle, en fait, qui a décrit le XXe siècle. C'est la deuxième partie de mon livre, Nietzsche et l'Europe. C'est assez extraordinaire, puisqu'il montre qu'il y aura une guerre mondiale qui opposera des nations entre elles, et il y aura une deuxième guerre mondiale qui opposera des grandes idéologies entre elles. Et donc, je veux dire, c'est près de 60 ans avant, c'est d'une clarté exceptionnelle, parce qu'il voit la Première Guerre mondiale ainsi que la Seconde. Il conspire le nationalisme. Donc en fait, c'est aussi une chose, c'est ce qu'il voit, et ce que je ne comprenais pas à l'époque où j'étais vraiment un patriotard aussi, quoique je ne l'ai pas été longtemps. C'est grave d'être patriotard. Non, si, parce qu'en fait, je peux pas là, c'est un débat qui est trop grand, mais il met qui serait trop long et trop compliqué, mais il met le focus sur l'Europe, sur la civilisation européenne. Et la civilisation européenne est ce qui compte le plus peut-être pour lui. Il le dit, j'ai besoin de l'Europe car c'est le lieu de tous les savoirs, c'est le lieu où il y a les plus belles bibliothèques. Et effectivement, la vision très européenne de Nietzsche est quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une ère des grands ensembles de civilisationnels, Afrique, pays musulmans, Asie, Russie, Amérique du Sud, monde latin. Il y a des grands espaces civilisationnels qui, selon le mot d'Huntington, qui peuvent rentrer en conflit entre eux. Et Nietzsche avait vu ça aussi. Donc voilà. Dans cet ouvrage, c'est votre Nietzsche ou c'est Nietzsche tout court? Mais comme je vous ai dit, c'est une introduction à la philosophie nietzschéenne et compte tenu des retours que j'ai eus, j'ai des professeurs de philosophie qui m'ont remercié et tout, donc je pense que le Nietzsche que je décris, je veux dire, je ne mens pas sur Nietzsche, mais après, il y a des passages qui me sont propres au sens que je fais une lecture de Nietzsche actuelle après ce siècle de la mort de Dieu. Donc évidemment qu'il y a des aspects absolument subjectifs, mais on a les deux en fait dans ce livre. On a à la fois une introduction à sa philosophie qui permet donc de s'introduire à tout le reste, et ensuite il faut aller le lire lui-même bien sûr. Et il y a aussi du Julien Rochdy certainement, c'est-à-dire un jeune homme qui vit jeune homme plus maintenant, mais qui vit dans ce siècle et qui a eu besoin de Nietzsche pour à la fois comprendre ce monde et lui faire la guerre aussi. C'est ce qui rend cet ouvrage intéressant, voire même passionnant. Pourquoi l'auto-édition ? Parce que j'ai la même question là. Alors vous allez pouvoir le retrouver bien évidemment, cet ouvrage, sur la boutique officielle de TV Liberté. On vous donnera bien sûr les moyens de vous procurer l'ouvrage. Mais pourquoi l'auto-édition ? Parce que dans ma situation, je n'ai pas besoin d'éditeurs. J'ai eu beaucoup de maisons d'édition qui ont très gentil, qui m'ont proposé de m'éditer. Mais en fait, j'ai mon propre public. Et je veux dire, à part une grosse maison d'édition qui pourrait me proposer de passer chez Ruquier, de faire vraiment des gros médias avec un gros plan marketing, j'ai plus besoin de maison d'édition en fait. Je suis comme il y a des francs-tireurs, je suis un franc-writer, comme on dit en anglais. Pour le moment, j'ai pas besoin de maison d'édition. Il se peut d'ailleurs, en fait, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il sera édité en maison d'édition, mais à l'étranger, parce qu'on m'a proposé déjà des traductions. Donc, et c'est vraiment pas mal du tout. Mais en France, je vous le dis, j'ai plus besoin de maison d'édition. Et puis dernière question, on va sortir complètement de Nietzsche. La politique et Rochdy, c'est fini ?
La politique Rochedi, c'est quelle politique? La politique française, l'intérêt de la politique, je ne sais pas, vous présentiez des candidats, vous avez donné des noms, etc. Est-ce que vous faites de la politique? Vous avez fait de la politique. On fait toujours de la politique, paraît-il, on me le reproche aussi. Donc, Non, la politique politicienne, absolument pas. Maintenant, si la politique, c'est d'avoir de l'influence concrète sur le monde qui se prépare, là, évidemment, je suis sur plein de choses que je ne peux pas dire, mais qui, bien sûr, j'y travaille aussi. Avec des amis, on va faire plein de choses pour essayer de changer les choses. Mais pas en politique politicienne qui ne sert absolument pas à grand-chose aujourd'hui, selon moi. bon, donc on aura l'occasion d'en reparler, j'espère, sur TV Liberté. En tout cas, merci pour cet ouvrage, Nietzsche, l'actuel. Julien Rochedi, merci à vous. Merci Martial.